Il se réveille du coma et ne reconnaît plus. Sa femme disparue, sa fortune volée et la vie qu'il avait construite détruite dans son dos. Mais Jaden Stone n'a pas survécu au silence pour revenir en victime. Avec l'aide de l'infirmière qui l'a ramené à la vie, il entame un combat silencieux pour reconquérir non seulement son empire, mais aussi son âme. Et quand la femme qui l'avait trahi revint, elle trouva un homme qui ne s'inclinait plus, mais tenait bon et aimait quelqu'un qui ne demandait que la vérité. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça nous touche beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et à activer les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien. Détendez-vous et découvrez l'histoire. La ville était une cathédrale de lumière ce soir-là, Manhattan resplendissant comme un écrin qui s'ouvre dans le ciel. Du 67e étage de la Stone Tech Tower, le monde en contrebas paraissait rétréci, gérable, comme si le chaos des gens, des sirènes, des klaxons et de l'ambition s'étaient mis à genoux devant l'homme au sommet. Jaden Stone se tenait derrière son bureau, les yeux rivés sur les données qui s'affichaient sur son écran. Le marché est en train de fermer à Tokyo. L'accord de Tokyo est tout. Sa dernière acquisition internationale avant de quitter son poste de PDG. Une dernière symphonie avant le départ du chef d'orchestre. Un verre de scotch était resté intact à côté de lui. Il n'en avait pas bu une seule gorgée depuis des heures. Il n'avait plus le temps. Ses tempes le faisaient palpiter, mais il ignorait la pression. Le mal de tête était devenu normal, supportable, rien n'arrêtait ce monde. Il desserra sa cravate et marmonna dans son casque Bluetooth. Dit à Osaka de maintenir le prix jusqu'à 6 heures du matin, heure locale. Je veux que leur avocat respecte les mêmes conditions que celles que j'ai envoyées la semaine dernière. S'il cligne des yeux, on prendra le contrôle. Compris, monsieur. Il raccrocha d'un geste de la main et se massa les tempes. Les yeux clignèrent trop longtemps. La douleur ce soir-là avait une dimension différente, plus profonde. Comme si quelque chose à l'intérieur l'écrasait. Alors qu'il marchait encore, une voix l'appela derrière lui. Vivian. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, pieds nus sur le marbre, un verre à pied à la main et vêtue d'une vieille robe en soie couleur perle. Elle est parfaite. Depuis toujours. Toutes ses courbes et cette tristesse digne d'une photo. Il lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. J'avais presque fini. Je travaille depuis 6 heures du matin. Ceci conclut tout. Puis nous avons poussé un soupir de soulagement. Vivian traversa la pièce et s'assit sur le canapé près de la fenêtre. Elle prit une longue gorgée et regarda l'horizon. On dit toujours qu'elle marmonnait. Jaden ne répondit pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. Leur mariage était devenu une suite d'arrangements discrets. Elle jouait l'épouse parfaite dans les gros titres, les soirées de charité, les ventes aux enchères silencieuses, les grands discours, et il bâtissait un empire. Elle n'a jamais demandé d'amour. Juste un mode de vie. Et Jaden, dans son aveuglement, ne s'est jamais demandé si cela suffisait. Il se rassit à la table. Les chiffres devinrent flous un instant. Il cligna des yeux. Puis sa main glissa. La souris se déplaça sur l'écran. Vivian ne le remarqua pas. Jaden agrippa le bord de la table. Une vague de nausée le traversa comme un éclair. Sa vision SEW. Triple. Il secoua la tête. Cligna à nouveau des yeux. Tout est trop lumineux. Trop bruyant. Vivian, murmura-t-il. Elle leva les yeux. Lentement. Sa voix était étranglée. Tu peux? Il n'a pas fini. Son corps est tombé sur le côté, sa tête a heurté le coin de la table avec un bruit sourd et esséurant. Les papiers se sont éparpillés comme des oiseaux effrayés. Le verre à scotch bascula et se brisa sur le sol. Vivian resta figée. Le verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Jaden. Aucun mouvement. Juste le silence, à l'exception du faible bourdonnement de la ville en contrebas et de la voix artificielle de l'assistant annonçant la perte de connexion. Elle ne courut pas vers lui. Elle ne cria pas. Elle posa simplement son verre sur la table, traversa lentement la pièce et s'accroupit à côté de lui. Son visage s'assombrit. Ses yeux se révulsèrent. Sa respiration était saccadée. Elle lui toucha le cou pour vérifier son pouls. Il était faible, mais présent. Elle se leva, lissa ses cheveux et se dirigea vers l'interphone. « La sécurité » dit-elle calmement. « Mon mari s'est évanoui. Envoyez une ambulance. » Puis elle se retourna vers le canapé. Et attendit. Les lumières de l'hôpital étaient plus froides que celles de la ville. Jaden était allongé sur un brancard aux urgences,
des tubes et des fils enfilés dans son corps comme des veines venues d'un autre monde. Des machines bipaient. Des voix criaient des mots que Vivian ne comprenait pas. Elle était assise devant la fenêtre, parfaitement calme, les jambes croisées, une pointe d'inquiétude sur les lèvres, comme du maquillage. Le médecin est arrivé 1 heure plus tard. Cheveux gris, yeux fatigués, trombone. Il a eu une attaque cérébrale massive, dit-il doucement. Très rare. Et grave. Lésions cutanées graves. Il ne répondit pas. Comment? Demanda-t-elle. Il était encore conscient. Probablement. Mais enfermé à l'intérieur, il entend tout, mais ne peut ni bouger ni parler. D'autres examens seront effectués, mais ses chances de guérison sont faibles. Vivian hocha lentement la tête. Pas surprise. Pas dévastée. Juste en train de réfléchir. Pourrait-il en mourir? Demanda-t-elle. Le médecin cligna des yeux. Pas immédiatement. Il pouvait vivre des mois, même des années. Elle expira. Et la machine? Pour l'instant, il respirait presque tout seul. Elle le remercia poliment, puis entra dans la pièce. Elle baissa les yeux vers le corps immobile de son mari. Les machines cliquetaient et ronronnaient. Ses yeux étaient fermés. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Vivian fouilla dans son sac et en sortit son téléphone. Et j'ai commencé à taper. Quand la première infirmière est arrivée pour prendre les dossiers, elle était déjà au téléphone avec un avocat. Les journaux ont rapporté l'information 3 jours plus tard. Le magnate de la technologie Jadon Stone dans un état critique après une urgence médicale soudaine. Photo de Vivian en noir. Son expression est parfaite. Apparaissant sur les couvertures de magazines et dans les colonnes en ligne, elle avait l'air angélique. Tragique. Le genre de beauté qui fait de la pitié un privilège. Elle a joué ce rôle avec grâce. Conférence de presse. Et de Parliament. Aucun autre commentaire. Je pose devant la fenêtre de l'hôpital, avec des lunettes de soleil de marque, main dans la main. Elle a participé à plusieurs événements caritatifs où elle a fait des déclarations sérieuses sur les troubles neurologiques et la douleur silencieuse. À huis clos, elle a changé les serrures. Les infirmières des soins intensifs l'ont remarqué en premier. Qu'elle ne reste jamais longtemps. Qu'elle ne parle pas à Jadon. Qu'elle ne lui tient pas la main à moins qu'il y ait une caméra à proximité. Qu'elle passe plus de temps sur son téléphone qu'à regarder l'écran. Qu'elle sursaute quand les machines bipent, mais pas par anxiété. Par agacement. Une nuit, l'infirmière Kazé entra dans la chambre et trouva Vivian en train de feuilleter des magazines de mode près du lit. Écouteurs sur les oreilles, chewing-gum. Jadon était allongé, complètement immobile. Les yeux fermés. Ses yeux qui autrefois scrutaient les chiffres en quelques microsecondes fixaient désormais le vide derrière leurs paupières closes. Le seul mouvement provenait des respirateurs, qui bipaient et clignotaient pour lui. « Voulez-vous que j'éteigne la lumière pour lui » demanda doucement l'infirmière. Vivian ne leva même pas la tête. Il ne voyait rien. Quelle différence cela faisait-il? Les mots restaient suspendus dans l'air comme de la glace. Jadon les entendait. Il entendait tout. À la 5e semaine, elle ne venait plus tous les jours. À la 7e semaine, elle venait 1 fois par semaine. À la 8e semaine, les infirmières ne l'attendaient plus. Mais Jadon attendait. Chaque nuit, le bruit des talons résonnant dans le couloir faisait battre son cœur. Non plus par amour, mais par curiosité. C'était peut-être le désespoir. Un jour, elle n'est pas venue. Puis, et 2 jours plus tard. Puis 3. Silence. Et toujours le même message diffusé sur l'écran de télévision au-dessus du hall. Jadon Stone, en soins intensifs, tandis que sa femme s'engageait à préserver son héritage. Vivian a rencontré son avocat la semaine même, où elle a manqué sa première visite à l'hôpital. Un homme nommé Gresham, au regard avide, aux dents charmantes, un diplôme de Harvard dissimulé derrière une fausse moralité. Ils se sont rencontrés dans un restaurant privé du centre-ville, où aucune question n'a été posée. « J'ai besoin du contrôle total de ses biens », a-t-elle dit, les yeux cachés par des lunettes de soleil. « Vous avez déjà le contrôle conjoint grâce au contrat de mariage », a-t-il répondu. « Je veux tout », dit-elle. « Déclarez-le incapable. Obtenez toutes les signatures nécessaires. » Acceleres. Il hésitait. Il y avait un processus. Elle posa une carte noire sur la table et un numéro manuscrit en dessous. 6, et ce n'était pas fini. Gresham déglutit. Je vais voir ce que je peux faire. De retour à l'hôpital, la décision a commencé à être discrètement consignée par écrit. La procuration de Jadon a été transférée. Ses actions ont été transférées à une fiducie sans droit de regard.
Son siège au conseil d'administration a été discrètement libéré. Les infirmières praticiennes n'en ont pas été informées. Les thérapeutes n'en furent pas informés. Même le neurologue ignorait que Jadon Stone, PDG, mari et philanthrope visionnaire, n'était plus légalement propriétaire de son nom. Au 3e mois, Vivian avait échangé sa Maserati contre un modèle plus récent. Au bout de 4 mois, elle portait à nouveau des couleurs plus vives. Au bout de 5 mois, elle était photographiée en vacances à Monaco, bronzée et radieuse, la main posée sur le bras d'un homme de 10 ans son cadet. La presse le surnommait son entraîneur personnel. Au bout de 6 mois, elle a demandé le divorce. La demande a été approuvée en moins d'une semaine. Aucune objection n'a été soulevée. Il n'y eut aucune résistance. Jadon n'était pas présent légalement, parce qu'il ne pouvait pas parler. Jadon ne pouvait cligner des yeux. Il ne pouvait bouger. Mais Jadon entendait chaque mot. Elle a pris le Pontouse. Elle a pris la maison de vacances. Elle a pris le yacht. Elle prit le mot de passe. Elle ne laissa rien. Et Jadon était toujours au lit. Un prisonnier. La seule chose qui avait changé, c'était le regard des infirmières. Avec pitié. Avec tendresse. Et finalement avec émerveillement. Car chaque nuit, bien après que Vivian ait cessé de faire semblant de s'en soucier, quelqu'un de nouveau commençait à venir. Une infirmière de nuit. Silencieuse. Douse. Different. Elle s'appelait Ella. Et quand elle chantait, Jadon n'avait pas l'impression d'être parti. Il se sentait présent. Il se sentait vu. Et, au plus profond du silence, il commença, très lentement, à survivre. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement qui ressemblait plus à une excuse qu'à une salutation. Jadon s'avança lentement. Sa canne frappa le sol en marbre poli du hall. Le portier ne le reconnut pas. Bien sûr que non. Jadon avait beaucoup maigri. Ses épaules autrefois fortes ressemblaient désormais à un costume 2 tailles trop grand. Ses cheveux étaient grisonnants aux tempes. Et il ne marchait plus comme un homme qui domine le monde. Il marchait comme un homme sortant de sa tombe. Ella se tenait à un pas derrière lui, silencieuse mais proche. Elle ne le toucha pas, ne dit rien. Elle savait que c'était son combat. Elle était là simplement pour témoigner. Pour être là, ne serait-ce que pour cette raison. Les ascenseurs de l'immeuble ont été reprogrammés. Le code de Jadon ne fonctionnait plus. Le gérant de l'immeuble a tenté de l'en empêcher. « Excusez-moi, monsieur, mais le nouveau propriétaire. »« Je suis le propriétaire, » dit Jadon d'une voix rauque. Il montra sa carte d'identité. Le vieil homme. L'homme au visage d'avant le coma, d'avant la trahison. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Ella s'avança d'une voix basse et assurée. Appelez l'avocat responsable de Stone Trust Holdings. Dites-leur que Jadon Stone est dans le hall et qu'il est prêt à poursuivre tous les occupants de l'immeuble pour intrusion s'il n'est pas autorisé à entrer. Le gérant hésita, puis décrocha. 20 minutes plus tard, la porte du penthouse s'ouvrit. Jadon entrait se ficha. C'est parti. Pas de désordre. Pas de vandalisme. Pire encore. C'était propre, froid, sans vie. Le piano à queue avait disparu. Le bureau en noyer que son père l'avait aidé à construire pendant ses études supérieures avait disparu. Les disques classiques, les albums photos et les peintures à l'huile que sa mère avait autrefois accrochées dans le couloir avaient tous été remplacés par des peintures abstraites et des meubles chromés qui brillaient comme l'acier d'un hôpital. Il s'enfonça dans la pièce, ses pas masqués par des tapis inconnus. La chambre principale avait été repeinte en gris pâle. Les draps étaient encore chauds. Quelqu'un l'avait vécu ici, non seulement l'avait occupé, mais l'avait revendiqué. Jadon se tenait au milieu de ce qui avait été son sanctuaire, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui lui appartenait encore. Il n'y avait rien, pas un seul objet, pas une seule photo. Il tituba jusqu'à la fenêtre qui surplombait les toits de la ville qu'il avait autrefois régné comme un titan, et pressa ses mains contre la vitre. Son reflet le fixait, les yeux enfoncés, les joues creusées. La silhouette d'un homme. Non pas celui qui a construit cette tour, mais celui qui en a été effacé. Ella ne dit rien. Elle se tenait au bord de la pièce, le regardant, les mains serrées. Sa gorge lui serrait à force de vouloir dire quelque chose, mais elle ne dit rien, car parfois la douleur exige plus de silence que de réconfort. Et c'était plus que de la douleur. C'était une trahison. Jadon parcourut le reste de l'appartement tel un fantôme, revenant sur ses pas. Dans le placard, il trouva le coffre-fort grand ouvert. Vide. Dans le salon, où il avait conservé de vieux journaux et des lettres de famille, les étagères avaient été vidées et les tiroirs vidés.
Elle avait emporté tout ce qui portait son histoire, comme si elle avait besoin de l'effacer pour passer à autre chose. Et elle le fit. Quand Jaden atteignit la cuisine, ses genoux cédèrent. Il tomba par terre, une main agrippée au pied du comptoir. L'autre se pressa contre sa poitrine, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose de brisé. « Je t'aime », murmura-t-il d'une voix étranglée. « Je l'aime. » Il se pencha légèrement en avant, le front appuyé contre le carrelage froid. Sa respiration était rapide et irrégulière. Pas vraiment un sanglot. Pas vraiment un cri. Juste une douce libération. Le chagrin profond d'un homme mort autrefois, et qui, à son retour, se retrouve à nouveau enseveli. Ella s'approcha alors de lui. Pas pour le soulever, pas pour le soigner, juste pour s'asseoir à côté de lui. Elle ne le touche pas. Elle était assise là, épaule contre épaule. Deux personnes au sol, au milieu d'une vie qui ne leur convenait plus. Jaden tourna légèrement la tête. « Pourquoi a-t-elle fait ça ?» murmura-t-il. Ella le regarda avec un regard empreint de vérité plutôt que de pitié. « Parce qu'elle pensait qu'il ne se réveillerait jamais ?» dit-elle doucement. Il ferma les yeux, et le silence retomba. Mais cette fois, il n'était pas seul. Les jours qui suivirent furent calmes, trop calmes. Ni dans le sens paisible ni dans le sens apaisant. Mais comme une forêt se tait avant l'orage. Comme la respiration d'un homme change lorsque le matin brûle et qu'une odeur plus froide, plus vive, la remplace. Jaden ne dormit pas beaucoup après cette nuit passée dans le Pentouse. Il n'y retourna pas. Lui et Ella emménagèrent dans un modeste appartement appartenant à un ami. Quelqu'un de la première heure, avant l'argent, avant les titres de propriété. Un homme nommé Mason Rowe, premier directeur technique de Jaden, qui n'avait jamais apprécié Vivian et n'avait jamais touché un centime à sa version sordide de l'Empire. « Tu resteras aussi longtemps que tu voudras », dit Mason en tapotant l'épaule de Jaden. « J'ai un classeur rempli d'accords de confidentialité et assez de whisky pour gérer la suite. » Mais Jaden ne cherche pas du whisky. Il cherche tout ce qu'elle a pris. Et il va le reprendre. Son premier appel fut adressé à Rachel Grieve, son ancienne directrice juridique. Elle avait quitté son emploi 2 ans plus tôt et était dans le coma. Elle lui expliqua qu'elle ne supportait pas de voir des loups dévorer un homme qui ignorait qu'il saignait. Elle a décroché après 2 sonneries. « Jaden, dit-elle. Oh mon Dieu, tu es vivant. J'ai besoin de toi. Où ? Au centre-ville. Demain matin. Apportez votre téléphone jetable et tout ce dont vous vous souvenez de Gresham. » Elle ne posera aucune question. Elle a juste dit « c'est fait ». La deuxième étape est plus difficile. Creuser sa propre tombe en toute légalité. Le tribunal a scellé la plupart des documents. Vivian s'en était assuré. Mais Gresham avait laissé sa marque. Les gens comme lui le font toujours. Un homme aussi cupide laisse toujours des empreintes digitales, surtout lorsqu'il pense que le corps ne se réveillera jamais pour l'incriminer. Rachel et Mason commencent à reconstituer une trace écrite. Curiel. Déclaration signée. Enregistrement audio. Ils ont engagé une équipe d'experts pour récupérer les vieux disques durs que Jaden avait cachés dans la cave de leur maison du Nord, l'un des rares biens que Vivian n'avait pas touché, le jugeant trop primitif. Ces disques contenaient des reçus, des permis et des enregistrements audio de réunions du conseil d'administration. Tout ce dont il avait besoin pour prouver le moment où Vivian l'avait trahi. Ella observait silencieusement la transformation. L'homme en pleurs sur le sol de la cuisine était toujours là, mais désormais sous l'emprise de quelqu'un qui se souvenait de lui. Elle lui apportait du thé le matin. Elle le soutenait silencieusement le soir. Elle ne lui disait jamais de ralentir. Ne faites jamais allusion à la fin, parce qu'elle comprend ce que personne d'autre ne comprend. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de guérison. Jaden n'essaie pas de la punir. Il essaie de retrouver sa forme. La révélation est arrivée 2 semaines plus tard. Rachel, en manque de sommeil et sous l'emprise de la caféine, a fait irruption dans le bureau improvisé qu'ils avaient installé dans le salon de Mason. Une clé USB entre les doigts et le regard brûlant. « Je l'ai trouvée », a-t-elle dit. Jaden se leva. Elle brancha la clé USB et ouvrit une vidéo. Un témoignage. Enregistrement secret. Gresham. Ivra. Rire dans un bar avec un jeune associé. Parler des 500 000 $ les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Parler de Vivian. À propos de son paiement pour jouer la veuve. À propos de Jaden, une mine d'or sans pot. L'horodatage est 1 semaine avant la demande de divorce. C'était la preuve dont ils avaient besoin. Jaden se laissa aller dans son fauteuil. Pendant un instant, il resta silencieux.
Passons maintenant à autre chose. Dans les jours qui ont suivi, son équipe juridique a déposé une requête en annulation du divorce pour fraude et manipulation. Prenait des vidéos, des procurations modifiées et des déclarations sous serment d'hôpitaux falsifiées. Le tribunal n'a eu d'autre choix que d'accepter l'affaire. Jadon n'a pas assisté à la première audience. Il n'y était pas obligé. Le poids de la vérité avait envahi la pièce bien avant lui. Les biens de Vivian avaient été gelés. Le Pentouse, Sai, la villa en Toscane, en suspense. Le yacht, la collection de vins, les bijoux qu'elle exhibait si ouvertement, marqués pour une enquête fédérale pour fraude. Son nouveau mari? Part 1. Il était clair qu'il s'intéressait à la richesse, pas aux tribunaux. Vivian essaya d'appeler Jadon. 14 fois. Il ne répondit pas. Elle essaya d'appeler Ella. Une fois. Ella a bloqué le numéro. Le jugement final est tombé 6 semaines plus tard. Le divorce a été prononcé. Tous les biens ont été restitués à Jadon Stone. Il a non seulement récupéré ses biens, mais aussi son nom, son identité, sa voix. L'homme déclaré légalement muet a crié à travers les papiers, les lois et le sang. Et lorsque la banque lui a retransféré ses actifs, lorsque son nom est réapparu sur ses comptes, Jadon n'a pas souri. Il n'a pas levé son verre. Il s'est simplement tourné vers Ella, à voix basse. « Je suis prête. » Elle hocha la tête. Et pour la première fois, ils ressentirent tous les deux la victoire. Pas de bruit. Pas de victoire. Juste propre. Et le silence. Et enfin oui. Un coup à la porte un dimanche. Pas du genre à attirer l'attention. C'est doux. Calculé. Comme si quelqu'un avait demandé à entrer sans éveiller les soupçons. Sans payer. Jadon venait de finir d'arroser le petit jardin d'herbes aromatiques qu'Ella et lui entretenait sur le toit de leur nouvelle maison en grès brun. Ce n'est pas sophistiqué, mais c'est authentique. Ancré dans la réalité. Construit par des mains qui ont passé des mois à se reconstruire. Ella était en bas, pliant des vêtements avec la douceur avec laquelle elle faisait tout. Délibérément, avec amour. Sans musique. On n'entendait que le bruit d'un vent printanier tardif qui soufflait par la fenêtre ouverte et le chant des oiseaux quelque part près de l'escalier de secours. Jadon ouvrit la porte pieds nus. Une écharpe drapait ses épaules. Et elle était là. Vivian. Toujours aussi magnifique. Toujours calme. Toujours vêtue de son élégante armure. Mais ses yeux-là, étaient différents maintenant. Les coins sont serrés. Trop brillants. Son mascara est un peu trop parfait. Son parfum était puissant, comme pour compenser la pourriture qui se cachait en dessous. « Jadon », dit-elle, comme si de rien n'était, comme s'il était toujours à elle. Il resta un instant sur le seuil, une main posée sur le chambranle, à la regarder. Ce silence était délibéré. Non pas un moment de faiblesse, mais une autopsie. Il essayait de comprendre ce qu'elle était devenue. Ce qu'elle était devenue. Ou si cette version, avait toujours existé. Finalement, dit-il, elle ne devrait pas être là. Vivian Red. Trop compétente. Tu as l'air en pleine forme. Plus en forme que je ne l'imaginais. Mon Dieu, Jadon. Je pensais que tu étais mort. Elle hésita. Non, pas mort. Juste disparu. Je ne savais pas s'il se réveillerait. Mais il avait envisagé toutes les possibilités. Il l'avait dit sans malice. Sans hausser le ton. C'est ce qui le rend plus fort. Vivian baissa les yeux vers son sac à main de créateur. Elle déplaça son poids. « J'ai fait une erreur » dit-elle. « Une terrible erreur. Mais j'avais peur. Et seul. Et je ne sais pas comment survivre. » Jadon pencha la tête. Il n'avait jamais peur, disait-il. Il était calculateur. Il prenait des risques. Tu as perdu patience. Elle fronça légèrement les sourcils, mais le cacha sous un sourire. Je suis venu m'excuser. Non, dit Jadon. Je suis venu parce que tu m'as tout repris. Je suis venu parce que je pensais que tu serais assez faible pour me laisser revenir. Il sortit et ferma la porte derrière lui. Non pas pour éloigner Ella de Vivian, mais pour préserver sa tranquillité du fantôme qui se tenait sur leur porche. La voix de Vivian s'adoucit, se brisant. « Tu me manques ?»« Non, la vie me manque, dit-il. L'entrée me manque. Privilege. Je ne me souviens pas de toi. Je t'ai enterré avant que les machines n'aient eu le temps de le faire. » Son expression se fissura, l'espace d'un instant. Puis elle se durcit. « Tu la trouves meilleure que moi ?» demanda-t-elle d'un ton légèrement amer. « Infirmière ?» La femme qui nettoyait son lit pendant que je bâtissais ma réputation en société. Jadon ne se laissa pas démonter.
Elle était meilleure que lui en tout point, dit-il doucement. Elle chantait pour moi quand je ne pouvais pas parler. Elle me tenait la main quand tu marchais. Elle donnait sans rien attendre en retour. Tu as tout pris. La machoide de Vivian trembla. Tu vas le regretter, dit-elle. Non, répondit Jaden. Je te regrette déjà. Je fais comme si de rien n'était. Elle ouvrit la bouche pour continuer, mais la porte derrière lui grinça. Ella se tenait là, sa présence légère mais immobile, comme une pierre sous l'eau. Son regard croisa celui de Vivian. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Vivian les regarda tour à tour, Jaden chez lui, cette vie qu'elle ne pouvait plus toucher, et réalisa finalement que le trône qu'elle croyait avoir abandonné était désormais réduit en cendres. Elle se retourna, ses talons claquant sur les marches comme un battement de cœur qui s'estompe. Jaden ne la regarda pas partir. Il entra simplement, ferma la porte et s'y appuya un instant. Elle s'approcha de lui et posa sa main sur sa poitrine, là où son cœur battait silencieusement. « Est-elle partie » demanda-t-elle. Jaden hocha la tête. Pour toujours. Ils restèrent là, silencieux, plongés dans la réalité. Et pour la première fois depuis le coma, depuis la trahison, depuis les longues nuits d'attente, Jaden se sentit libre. Le mariage n'était pas un événement grandiose. Il ne s'est pas déroulé dans une cathédrale majestueuse ni sur la pelouse d'une propriété de plusieurs millions de dollars. Il n'y avait pas de feux d'artifice, pas de photographes de magazines tapis derrière des clôtures, pas de gâteau à plusieurs étages assez haut pour être un monument à part entière. La cérémonie se déroulait dans une prairie derrière la cabane de Mason, dans le nord de l'État de New York, sous une voûte de figuiers sauvages et un ciel de début d'été. Ella marchait pieds nus dans l'herbe. Sa robe était simple, une douce soie ivoire, sans manches, cousue main et ornée de broderies complexes le long de l'ourlet, confectionnée par sa tante, venue de Porto Rico juste pour y assister. Ses cheveux étaient tressés lâchement, un brin de jasmin niché derrière son oreille. Elle n'avait pas de bouquet. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui tenait simplement la main. Jaden était vêtu d'un costume et d'un pantalon bleu marine, sans cravate, les manches retroussées. Il était plus mince que l'homme qui avait autrefois dirigé la salle de réunion, mais, d'une certaine manière, plus fort, plus léger. Il lui sourit comme si de rien n'était. C'était plus logique. Comme toutes les versions de lui par le passé, toute l'attente, le froid et le silence l'avaient finalement conduit ici. À cet endroit. À elle. Il n'y avait pas de vœux écrits sur papier. Pas de texte. Juste deux personnes qui avaient passé suffisamment de temps en silence pour savoir exactement quoi dire au moment opportun. Je ne saurais parler que lorsque je ne pourrai plus parler, dit Jaden, sa voix juste assez loin pour qu'elle et les arbres l'entendent. Et quand je suis revenu, ta voix a été la première chose qui m'a donné envie de revivre. Ella cligna lentement des yeux. Ses yeux brillaient, non pas de tristesse, mais de connaissance. Je croyais juste remplir une pièce silencieuse, dit-elle. Je ne savais pas que je ramenais quelqu'un à la maison. Jaden prit ses mains dans les siennes, chaudes et fermes. Personne ne m'a jamais vu quand j'étais au-dessus, murmura-t-il. Mais tu m'as vu quand je n'étais rien. Et tu me fais sentir que je suis encore quelqu'un. L'animateur resta silencieux un instant. Il recula simplement et les laissa là, dans ce silence qui avait été leur prison, mais qui leur donnait maintenant un sentiment de liberté. « Je pourrais t'embrasser », dit-il finalement, sa voix ressemblant plus à un sourire qu'à un son. Mais ils le firent. Il y avait de la musique ce soir-là, pas de DJ, pas de groupe, juste Ella qui fredonnait, pieds nus, debout près du feu, se balançant sous les guirlandes lumineuses qui ondulaient au vent. Jaden se tenait à quelques pas, un verre de vin à la main, savourant la façon dont sa voix se fondait dans la nuit, sa façon de chanter comme si personne ne l'écoutait. Même si, maintenant, tout le monde écoutait. Il y avait probablement une vingtaine de personnes à la réception. Rachel, Mason, quelques infirmières des soins intensifs, le frère d'Ella, le filleul de Jaden, les personnes importantes qui n'ont pas quitté la pièce quand les choses ont mal tourné. Personne ne portait de smoking, mais tout le monde était serein. Après le départ des invités et la tamisée des lumières, Jaden et Ella se sont allongés sur une couverture sous les étoiles. Le ciel s'étendait au-dessus d'eux, vaste, silencieux et indifférent. Sa main reposait sur la sienne, ses doigts s'entrelaçant sans force. Aucune tension, aucune emprise, juste une présence. Ella pencha la tête et le regarda. Et maintenant, Jaden expira, regardant son souffle disparaître dans l'obscurité. « Nous construisons, dit-il, pas une entreprise, pas une tour,
Juste une vie. Des jours importants. Une pièce avec de la musique. Une maison. Et un chien, ajouta Ella en souriant. Jaden rit, de ce rire qui lui fit trembler la poitrine. Et un chien. Elle se tourna vers lui, la tête posée sur son épaule. Je n'ai besoin de rien d'autre, murmura-t-elle. Si, dit-il. Elle leva la tête. Il l'embrassa sur le front. Doucement. Pas d'urgence. J'ai besoin de toi. C'est ça qui fait la différence. Je ne construis pas pour m'échapper. Je construis parce que je veux rester. Ils sont restés là jusqu'à ce que la lune se couche derrière les arbres. Pas de téléphone. Pas d'appareil photo. Pas de montre. Il n'y avait que deux voix. Une voix qui chantait. Et une voix qui écoutait enfin. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres histoires intéressantes.